Bonsoir Nathalie. Bonsoir Apolline, bonsoir Marion Bonsoir. Maréchal Le Pen. On va parler effectivement des questions de laïcité. Je vais commencer par vous poser la question d'un lecteur du Parisien qui vous demande, Marion Maréchal Le Pen, est-ce que vous êtes pour que la religion soit reléguée à la seule sphère privée ou est-ce qu'elle doit s'afficher dans la sphère publique et au travail ? Alors non, je ne suis pas pour qu'elle s'affiche dans le travail. Et d'ailleurs, vous avez raison de me poser la question, puisque c'est l'un des points fondamentaux de la loi El Khomri, dont personne d'ailleurs ne parle, c'est la possibilité demain de manifester ses opinions religieuses au sein de l'entreprise, qui moi m'apparaît être extrêmement dangereux et livrer en fait de façon de les démunir, si je puis dire, les chefs d'entreprise face justement aux revendications communautaires. Donc je ne crois pas à cela. Je pense que l'expression religieuse dans la sphère publique ne doit pas être totalement occultée, c'est pas le sujet, mais elle doit quand même se fondre dans le respect de mœurs, de mode de vie du pays qui est le nôtre. C'est vrai que dans ces conditions, j'ai du mal, par exemple, à tolérer le fait que des femmes puissent se mettre en burqa. D'ailleurs, en plus, c'est illégal, mais c'est une expression religieuse. Je considère qu'il serait quand même normal que dans un pays qui est un pays européen, imprégné de culture chrétienne, eh bien, on se plie par respect et par amour aussi, justement, aux mœurs et au mode de vie de la culture dominante. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'il y avait eu un débat sur les crèches de Noël? Est-ce qu'elles doivent être dans les bâtiments publics? Ah bah moi je trouve que ça fait partie de traditions populaires. Je veux dire, aujourd'hui, la crèche, ça n'est pas uniquement un aspect religieux, c'est aussi un aspect culturel. C'est une tradition populaire française, séculaire, d'ailleurs dans laquelle tous les Français, quelle que soit leur religion, leur confession, on peut vous objecter que vous êtes pour une laïcité à deux vitesses. Non, pas du tout, parce que la laïcité, ça s'adresse aux expressions religieuses, pas aux expressions culturelles. Dans ce cas-là, si on va au bout de votre logique, pour vous, la crèche, c'est culturel. Donc ça n'est que culturel et pas religieux pour vous. C'est culturel. Vous savez très bien que c'est un message religieux. C'est aussi culturel. Et si on va au bout de cette logique qui ferait de la laïcité une espèce de rouleau compresseur qui voudrait une sphère publique totalement aseptisée de toute référence religieuse, à travers même le culturel, dans ce cas-là, on interdit aussi les processions religieuses. Par exemple, dans les villages de Provence, vous avez traditionnellement organisé par les mairies Front National, PS, UMP, des processions religieuses en honneur à un saint, qui sont des moments de cohésion populaire. La Saint-Hubert, notamment. Voilà, par exemple, avec des gens qui sont athées, pas forcément catholiques, ou même d'autres confessions. Ça participe de notre culture dominante, et donc aussi d'un point de cohésion. C'est-à-dire que vous considérez aujourd'hui que l'effort envers la laïcité doit être fait essentiellement par les gens qui adhèrent au culte musulman et pas tellement par d'autres. Non, pas du tout. Je suis en train de faire une distinction entre ce qui appartient au culturel et ce qui appartient au cultuel. Moi, je suis en désaccord. On peut vous objecter que certaines pratiques de la confession musulmane sont aussi culturelles. C'est l'argument qui peut vous être objecté. Je ne sais pas si vous connaissez des points de culture française qui soient culturellement musulmanes. C'est tout le débat. Ça me paraît relativement étonnant. C'est tout le débat à considérer sur les racines chrétiennes de la France. Est-ce qu'elles sont chrétiennes ou est-ce qu'elles sont aussi un peu juives? Est-ce qu'elles sont aussi un peu musulmanes? C'est tout le débat. Tout dépend où on situe le curseur. On peut débattre, si vous voulez, sur ce qui est factuel et objectif, mais je veux dire, à un moment donné, vous n'allez pas me dire que la France est une terre d'islam traditionnellement. Non, mais je vous dirais qu'elle a des racines pas seulement chrétiennes. Mais ça, c'est un débat. Non, mais c'est un débat politique. Je reviens sur la loi El Khomri. Je finis juste là-dessus. Bien sûr qu'elle n'a pas que des racines chrétiennes, on est aussi les héritiers d'une influence romaine, d'une influence grecque, mais c'est quand même 16 siècles de chrétienté, ça a façonné aussi nos institutions, notre histoire, notre culture, et je ne veux pas d'une laïcité qui aseptisée, qui détruise tout ce qui pourrait avoir référence à la religion catholique, parce que sinon c'est détruire aussi une partie de notre âme et de notre culture. Justement, la loi El Khomri, vous en parliez il y a un instant, effectivement un article 6 qui est passé un peu inaperçu et qui autorise un salarié à manifester ses convictions religieuses dans l'entreprise, vous le disiez, donc que ce soit de confession catholique, musulmane, juive, etc. Mais il y a quand même deux limites posées par cette loi, c'est que la manifestation des convictions religieuses ne doit pas entraver, c'est écrit noir sur blanc, les droits fondamentaux et le bon fonctionnement de l'entreprise. Et le gouvernement explique, parce qu'il y a eu une polémique autour de cet article, que l'idée c'est qu'aujourd'hui il n'y avait pas de cadre juridique pour permettre aux chefs d'entreprise de faire face à des tentations communautaires et que ça leur permettra justement de s'appuyer sur un article de loi pour éviter ces tentations communautaires. Est-ce que ça n'est pas une bonne chose au fond? Oui, mais c'est quand même très flou parce que permettez-moi, mais avec alors il se justifie de cette manière-là, mais la vraie solution eût été d'empêcher tout simplement légalement la manifestation de convictions religieuses dans l'entreprise. Et là, nous aurions définitivement eu plus de problème parce qu'avec cette rédaction-là, maintenant, dorénavant, on pourra venir voiler. Ah non. Ah, si. Ah non.
pas. Non, les droits fondamentaux et bon fonctionnement de l'entreprise. Si le chef d'entreprise considère que c'est une entrave au bon fonctionnement de l'entreprise, il peut l'interdire. On se remet à la lecture jurisprudentielle, mais rien ne vous dit que la lecture jurisprudentielle, parce qu'avec cette rédaction-là, puisse dire que le fait de porter le voile lorsque l'on est derrière un bureau dans une entreprise porte atteinte au bon fonctionnement. Enfin, moi, de ce que j'en lis, sincèrement, je ne vois pas là du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre. Ça donne un cadre juridique, justement. J'aurais souhaité qu'il y ait un cadre juridique, mais très différent de celui-ci, je vous le disais à l'instant. Pour vous, le cadre juridique nécessaire, ce serait interdiction pure et simple des signes religieux ostensibles. En tant que député, vous allez donc, vous, déposer des amendements, par exemple, sur cet article pour le compléter. Et de très nombreux d'ailleurs d'autres sur la loi El Khomri, mais évidemment là-dessus, nous allons revenir, changer radicalement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude, de plus en plus d'ailleurs de la part des chefs d'entreprise qui se sentent démunis. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'il n'y a pas de cadre légal, mais en fait, avec ça, ils en auront encore moins. Ça veut dire que dorénavant, on pourra manifester ses convictions religieuses, sauf atteinte aux droits fondamentaux, mais là on parle de choses quand même qui et au bon fonctionnement de l'entreprise. Et au bon fonctionnement de l'entreprise. Quelle va être précisément la lecture de ce bon fonctionnement? Je crains malheureusement que ce soit assez large. On reviendra largement sur cette question de la loi El Khomri avec Emmanuel Le Chiffre. Cette semaine, vous avez tenu des propos sur la polygamie. Je vous propose de revoir justement vos propos. C'était à Milan. La famille traditionnelle, naturelle, le refus donc de l'adoption et du mariage homosexuel, conserver le mariage comme cadre juridique de protection de la famille et de la filiation et pas en faire une reconnaissance sociale de l'amour, si je puis dire, qui ouvre la voie à de très très nombreuses dérives, puisque demain, évidemment, d'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment à la polygamie. Alors, pourquoi avoir développé cette polémique sur la polygamie alors qu'en France, aujourd'hui, depuis 1993, la loi Pasqua sur l'immigration l'interdit formellement. J'ai pas voulu du tout faire une polémique, j'ai simplement développé une opinion. Mais en France, dès qu'on développe une opinion qui sort du cadre du politiquement correct, on dérape. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est juste que le cadre légal en France interdit la polygamie. Je vais vous répondre. Vous estimez vraiment qu'il y a un risque? Je vais vous répondre tout de suite. Ce que vous dites, c'est je vais vous répondre tout de suite. En fait, il y a un débat législatif actuellement en Italie, puisqu'ils ont très récemment adopté le mariage homosexuel. En fait, j'ai fait un raisonnement juridique. D'ailleurs, je tiens à le préciser, je n'ai pas fait d'amalgame entre le mariage homosexuel ou la polygamie, je ne les ai pas confondus, je n'ai pas fait de parallèle. J'ai simplement fait un raisonnement juridique sur les risques qui étaient consubstantiels à cette loi. Je ne dis pas que c'est des risques qui sont imminents ou qui vont arriver dans la seconde, je dis juste que cette loi les contient. Pourquoi ? Parce que si on sort de la lecture traditionnelle du mariage, c'est-à-dire de l'encadrement juridique de la filiation d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire le cadre naturel, parce qu'il n'y a pas de débat sur le fait de savoir si un enfant émane d'un homme et d'une femme, c'est comme ça. La nature est peut-être fasciste, mais en l'occurrence, l'homme et la femme donnent des enfants. Voilà. Donc si on sort de ce cadre naturel-là, qui était un cadre objectif, et qu'on fait du mariage une reconnaissance sociale de l'amour, je le disais à l'instant, une simple reconnaissance sociale de l'amour, qu'on ne fait que du seul critère, le consentement mutuel. Quelle est la justification qui fait que demain, on accepte le consentement mutuel des homosexuels et qu'on n'accepte pas d'autres formes de consentement mutuel, et notamment le consentement mutuel polygame? Quelle est la justification? L'homosexualité n'est pas interdite par la loi, en revanche, la polygamie l'est, noir sur blanc. Bien sûr, mais ce que je suis en train de vous dire... Elle est condamnée par le code pénal à 1 an de prison, 45 000 € d'amende. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, je vous dis juste que... Votre tante elle-même vous a dit cette semaine qu'on était très très loin de cette situation, et considérait qu'on n'avait pas à ressortir ce débat. C'est une situation qui allait arriver de façon imminente. C'est ce que vous laissez entendre dans vos propos. Je dis simplement que le mariage homosexuel contient, dans le raisonnement et la lecture qu'il met du mariage en place, la possibilité demain que d'autres minorités demandent à ce que leur forme d'amour soit reconnue. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est vrai que ça, et d'ailleurs c'est si vrai que à la suite de la reconnaissance du mariage et de l'adoption homosexuelle, vous avez eu des manifestations à Mayotte, qui est un département français. Très particulier. Oui, département français, exactement, qui contient énormément de musulmans. Suite à leur départementalisation, la départementalisation de Mayotte, la polygamie a été interdite, et ils ont fait une manifestation en disant pourquoi reconnaissez-vous le mariage homosexuel et ne reconnaissez-vous pas la polygamie? Voilà, c'est juste ça. Donc c'est sur un cas extrêmement particulier. Non, bien sûr que non, mais je vous dis que ça contient simplement ça dans ses germes. Vous parliez du mariage gay. Cette semaine, 130 médecins, des grands professeurs comme René Friedman, qui est le père, entre guillemets, du premier bébé éprouvette, ont admis qu'ils avaient aidé des couples de femmes, des femmes célibataires, à avoir accès à la procréation médicalement assistée. Je rappelle pour mémoire qu'aujourd'hui, la PMA n'est autorisée que pour les couples hétérosexuels qui ont des problèmes de fertilité. Je vais vous faire écouter le son d'un gynécologue qui intervenait cette semaine pour l'expliquer.
Une femme qui vient me voir alors qu'elle a un projet de maternité, que ce soit seule ou parce qu'elle est en couple homosexuel, et va faire cette procédure à l'étranger. Si elle veut être prise en charge en France pour son suivi, je le ferai volontiers avec les prescriptions médicamenteuses ad hoc pour essayer d'aider et d'accompagner ces femmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête l'hypocrisie sur la PMA ou est-ce qu'on continue à faire des choses en douce? Moi, je suis contre. Je suis contre l'accès de la procréation médicalement assistée pour, d'ailleurs, les célibataires ou les couples de femmes, comme par ailleurs, c'est un sujet qui est lié, même s'il est distinct de la gestation pour autrui pour les couples d'hommes, parce que je considère que si un enfant peut être privé par les malheurs de la vie d'un homme, d'un père ou d'une mère, parce que évidemment le monde n'est pas parfait, c'est ainsi, je trouve cela assez injuste que l'État organise, accompagne, voire finance d'une certaine manière, eh bien, la privation volontaire d'un père ou d'une mère. Parce que la conséquence, il faut quand même le dire, de ces femmes qui donc ont des enfants, par exemple ces couples de femmes qui ont des enfants à travers la procréation médicalement assistée, c'est que l'enfant n'aura pas de père. Voilà. Il aura deux mamans qui seront certainement très aimantes, ça n'est pas le sujet, mais que deux mamans, ça ne remplace pas un papa, que les parents ne sont pas interchangeables, qu'on n'a pas tout à fait les mêmes rôles. Mais on est dans l'hypocrisie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des couples ou des femmes célibataires qui passent les frontières pour avoir accès à une aide médicale à l'étranger, dans tout le reste de l'Europe. Est-ce qu'on ferme les yeux en se disant je ne veux pas le voir? C'est un raisonnement qui pose une vraie difficulté, ce que vous êtes en train de dire, parce que si on commence uniquement à considérer ce qui se fait à l'étranger, dans ce cas-là, on peut en effet légaliser de très nombreuses choses. De fait, je crois que Mme Maréchal Le Pen est plutôt favorable à l'idée de fermer justement ces frontières de Schengen, pas uniquement. Non, mais en revanche, c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme nous contraint d'enregistrer à l'état civil des enfants qui sont issus de GPA à l'étranger. Je pense que ça fait partie des choses qui sont incitatives. Alors, à minima, éviter l'incitatif. Voilà. L'Europe, on va en parler du point de vue économique. Merci Nathalie Chuc. Et c'est tout de suite Emmanuel Le Chypre qui nous rejoint.